C'est incroyable la quantité de croissance qui s'est produite depuis le mois dernier, depuis qu'on était ici, c'est phénoménal. Juillet, c'est le mois. C'est surtout une question de température maximale et de longues journées. Cela dit, la température en juillet, croyez-le ou non, était de 4 degrés inférieure à celle de juin ici, et aussi de 4 degrés inférieure à celle de juillet l'année dernière. Donc, peut-être que pour ceux d'entre vous qui ont commencé le jardinage ou à cultiver des légumes l'année dernière, en 2022, vous aurez eu une perspective très différente cette année. Vous verrez des difficultés potentielles que nous aborderons dans cette vidéo. Certaines choses merveilleuses et joyeuses sont plus faciles sous la pluie, mais il a été très nuageux, avec un mois bien plus sombre que d'habitude. Et ici, nous avons eu près de 150 mm de pluie en juillet, soit près de 6 pouces, ce qui représente plus du double de la moyenne. Et donc certaines choses aiment ça, d'autres non. Et le manque de lumière est probablement ce qui compte le plus. Certainement pour des plantes comme celle-ci sous abri. Heureusement, je les ai lancées à temps. Nous pouvons vous montrer tout cela lors de ma journée Portes ouvertes, qui aura lieu en fait le 3 septembre, et vous pouvez réserver une place pour cela sur mon site web. Et d'ici là, vous savez, ce sera encore différent, avec encore environ 5 semaines d'ici là. Mais ces tomates, nous les faisons descendre le long de leur tige. Je défais le nœud coulant en haut sur le fil et cela me donne un peu plus de ficelle. Vous pouvez ainsi laisser descendre la plante. C'est une façon de garder la partie productive de la plante à portée de main. Les parties d'une plante qui font la photosynthèse sont surtout celles du sommet, pas les vieilles feuilles du bas. Vous pouvez donc retirer les feuilles inférieures des tomates et concombres sans problème. Cela n'affecte pas la saveur du fruit, il pousse toujours aussi bien. Je dis ça par expérience, vous savez, ce n'est pas une hypothèse. Je peux vous assurer que ça marche. Mais cela dit, je vois des gens qui enlèvent beaucoup plus de feuilles que moi, surtout sur les tomates. C'est en partie à vous de choisir selon comment vous aimez les voir. Les melons, c'est un peu différent parce que je ne les effeuille pas vraiment. Tout va très vite avec eux. Regardez-les, ils mûrissent tous d'un coup. C'est une variété appelée Émir. Et c'est en fait un hybride Effen, ils ont tendance à faire ça. Ils mûrissent un peu, vous savez, ils poussent de façon un peu plus uniforme et mûrissent un peu plus en même temps. Et les feuilles s'en vont, oui, c'est tout à fait normal. La plante a fait son travail et maintenant elle meurt. Alors que celle-ci, Petit Griederwren, pardon, non, je me mélange un peu ici. C'est une autre Émia. Petit Griederwren commence juste à mûrir un peu, peut-être, mais pas beaucoup. Vous voyez qu'il y a plus de fruits et que les feuilles restent vertes car elle est toujours à ce stade. Et celle-ci, c'est Hogan qui, a encore des fruits plus petits, une chair verte magnifique et sera probablement la dernière à mûrir. Donc avoir simplement 3 variétés comme ça ensemble, c'est une bonne façon d'étaler un peu la récolte. Et puis avec les tomates, ici, comme on a encore une belle variété de formes et de couleurs. Et je pourrais juste mentionner celle-ci qui est mince, comment elle s'appelle? Victoria Smile. Je ne l'ai jamais cultivée auparavant. Elle a cette très jolie couleur. Elles ont très bon goût. Toutefois, en comparant certaines variétés originales à la Bernet Rose, on remarque qu'elles produisent moins de fruits que cette variété traditionnelle de tomates à chair de bœuf suisse. Donc oui, j'essaye toujours pas mal de variétés différentes. Et c'est pareil avec les melons. Nous avons des melons classiques et puis il y a les pastèques. Et les pastèques ont très bien démarré avec la chaleur du mois de juin. Mais elles ne sont pas aussi bien maintenant, elles poussent beaucoup plus lentement. Donc ces fruits-là ont encore du chemin à parcourir. Il y a 2 plants de pastèques ici qui produisent pas mal de fruits à différents stades. Il y en a une vraiment grosse ici, mais la petite vrille est encore verte, donc on dirait qu'elle n'est pas encore mûre. Et puis on a celle-ci qui est un peu étrange. Lors de la visite précédente, le premier fruit de cette plante était tombé et je m'attendais à ce que cette plante produise plein de petites pastèques au lieu d'une ou 2 géantes. Je l'ai attachée puis elle a gonflé contre la ficelle, plus grosse que prévu. J'ai un peu envie de laisser la ficelle là, juste pour m'amuser et voir quelle pastèque de forme bizarre va en sortir. Vous pouvez voir que c'est assez sec ici, donc on n'arrose pas trop souvent. Par un temps comme celui-ci, où il n'y a pas beaucoup de soleil, je suis content de laisser la surface sécher. Il n'y a pas énormément d'humidité, il faut le dire, mais suffisamment pour que les plantes aient l'air en forme. Je sens que l'air est vraiment humide. C'est un autre facteur en fait, quand il pleut beaucoup, les plantes ne transpirent pas autant.
ici nous avons des oignons qui montent en graines, donc c'est pour les semences. Je pourrais en arracher un ici. Il y en a beaucoup sur chaque petite fleur. Et regardez, il y a des graines d'oignons à l'intérieur. Je l'ai fait pour la première fois ce matin. J'ai vraiment été assez surpris en fait, parce qu'on ne dirait pas qu'on va trouver des graines d'oignons noirs, vous savez, presque mûres. Je pense que ce sera un bon moment. Vous savez, il y en a 4 dans ce petit bouton floral. Vous pouvez imaginer le nombre de graines d'oignons ici. Nous avons planté 10 oignons en mars. Pourquoi est-ce que je le fais ici? Eh bien, à cause du temps et du fait qu'il peut être comme ça, et l'été dernier, ça aurait marché dehors, et ça a marché dehors. J'avais un pressentiment pour cet été, alors j'en ai mis ici et dehors, et leur présence ici indique que nous allons obtenir quelques graines d'oignons. Les concombres, depuis la dernière fois, ils ont atteint le sommet et maintenant ils redescendent. Donc il y a une tige, par exemple, où la plante continue simplement de pousser, mais vers le bas. Nous sommes déjà à plus de la moitié de la saison. Ça me rend un peu triste de dire ça, mais on est le 31 juillet et, croyez-le ou non, une tâche que vous pourriez faire maintenant serait, j'ai presque honte de le dire, détêter vos tomates, ce qui voudrait dire faire ça. Je vais le faire maintenant juste pour vous montrer ce que c'est. Donc ça, c'est le point de croissance de la tomate. Ce pied de tomate ne grandira plus du tout maintenant. Elle va encore s'allonger un peu, mais elle ne produira plus de nouvelles feuilles. Mais regardez cette toute petite grappe ici. Il y a le temps pour que ça donne des fruits, et pour que ces fruits mûrissent avant début octobre, ce qui n'est que dans 2 mois, malheureusement. À ce moment, on enlèvera ces plants, nous planterons des salades d'hiver. Pour les tomates en extérieur, je les étêterai. Là, je le ferai vraiment, parce que sinon les petits fruits n'auront pas le temps de mûrir complètement. Cette variété Sun Gold est l'une des meilleures car elle mûrit très facilement. Mais tu peux voir combien de grappes il y a sur ces plants et combien de petits fruits restent encore à développer. Et c'est pour ça que, d'ici la semaine prochaine, il faudra absolument étêter les tomates. Cela ne s'applique pas à ces poivrons de la même manière et nous ferons une vidéo sur ces poivrons et sur la façon de les cultiver à partir de graines. Ils sont à tiges multiples, comme vous pouvez le voir, et ils poussent de façon folle. Donc on a différents types ici. C'est une variété qui s'appelle Astor. Celui-ci c'est Liebstadtfeller, très doux. Il deviendra rouge si on a assez de soleil. Ça c'est le Hungarian Hot Wax. Il deviendra aussi rouge. Dans ce climat, cependant, où la température moyenne en journée est maintenant de 19 à 20 degrés Celsius, ça fait dans les 68 à 69 degrés Fahrenheit. Même dans la serre tunnel, sans beau temps comme aujourd'hui, il ne fait pas très chaud. On aura donc du mal à faire mûrir ces poivrons. Je suis impressionné par les aubergines qui se portent bien malgré le manque de chaleur. C'est une merveilleuse variété appelée de Barbontin. Et puis je viens de réaliser que j'ai oublié de mentionner le granola, laitue rouge issue de graines hivernées, mais vous pouvez la voir ici. Ceci est de la laitue porte-graines. Et elles fleurissent, vous obtenez de petites fleurs rouges et ensuite vous avez ces grappes. J'aurais dû vérifier avant, mais les grappes sont normalement plus brunes. Mais je suis presque sûr qu'on va trouver des graines de laitue là-dedans. Les voilà, elles ne sont pas encore mûres. Encore une semaine et on arrachera la plante pour récupérer les graines blanches de laitue qui sécheront encore. Il faut donc la suspendre à l'envers, à l'abri. Je les ai cultivées ici. J'en ai aussi dehors qui risquent de pourrir plutôt que de bien pousser. Donc il vaut mieux parfois conserver les graines à l'abri. Et puis dehors, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? Beaucoup de choses, comme le fait que de nombreuses plantations de printemps sont terminées, comme les oignons. Tout ce carré était des oignons semés en groupe. Et nous allons les voir dans 1 minute. Comment je les fais sécher? Pour pouvoir les conserver et les utiliser pendant les 8 à 10 prochains mois. Donc juillet est un mois chargé, il y a tellement de choses à faire. Et puis il y a les nouvelles plantations, ces nouvelles plantations de semis. Il y a de la chicorée pour le radicchio à récolter, comme en novembre, et ça, c'est de la laitue que nous... Ici, c'était des oignons nouveaux ayant passé l'hiver, que nous récoltons depuis 2 semaines en prenant les feuilles extérieures. Cela garde les plantes vraiment en bonne santé et dans un état vigoureux. Comme des adolescents perpétuels, mais comme je le dis souvent, ce sont plutôt des graines d'extérieur, comme les carottes. Elles commencent à moisir un peu, alors que les betteraves ne sont pas encore mûres. Elles ont besoin d'un peu de soleil sec. Les panais, on verra ça dans 1 minute.
Nous en avons récolté quelques-uns. Voilà une grappe de panais prête à être récoltée pour les graines. Donc vous pouvez couper les tiges une à une et laisser celles qui sont moins mûres. Encore de la laitue porte-graines. Voilà. Et puis il se passe quelque chose de magnifique ici, c'est que des champignons, pas des champignons comestibles. Enfin, en fait, je pense qu'on peut les manger, mais il n'est pas recommandé d'en manger trop. Mais ce sont des lépiotes. Adam, qui travaille ici, il est brillant pour identifier les champignons. Nous pensons que ceux-ci ont une tendance mycorhizienne. Donc, ils aident les racines des plantes à trouver l'humidité et les nutriments. On les voit fructifier ainsi après suffisamment de pluie, ce qui a sûrement été le cas. Au fait, c'était des poireaux qui ont suivi la roquette sauvage. C'est une autre seconde plantation. Ça, c'est un légume qui dure toute l'année. Donc, c'est le topinambour qui adore la pluie et qui pourrait facilement pousser d'un pied, soit encore 30 cm. On a mis une ficelle autour ici et tu vois ce tuteur, il faut le resserrer un peu car il y a pas mal de vent. C'est vraiment un temps très automnal. Et donc je me suis demandé, mon Dieu, est-ce que je les ai semés trop tard? Ça, c'est le chou romanesco. La plate-bande a besoin d'être désherbée, ça ne prendra pas longtemps. Mais tu vois, on a quelques mauvaises herbes de temps en temps et on va passer pour désherber à la main. Et ça, cette plate-bande n'a pas été touchée depuis qu'on a mis ces plants il y a exactement 2 semaines. Ils ont été semés au solstice, le 21 juin. Donc ils ont environ 6 semaines maintenant. Et lors d'un été normal, ils auront le temps de bien pousser puis de former leur chou-fleur romanesco avant qu'il ne fasse trop froid. Ça pourrait même être début décembre, où ils seront vraiment les bienvenus. Donc semer du zabraska tardivement ou en plein été, c'est vraiment bien. Ici, nous avons le Kids Orange Red, une belle pomme. Cet arbre est magnifique parce que ces pommes deviendront toutes rouges dans environ 6 semaines. Nous les observerons dans quelques mois quand elles mûriront. Et ici, nous avons un exemple très intéressant de cela. Peut arriver si vous avez un arbre trop près de vos légumes. Alors, voyez-vous comment ces céleri raves sont plus petits jusqu'ici puis soudainement deviennent plus gros? Ils ont tous été semés en même temps, même variété. Et cela vient de ce magnifique cerisier sauvage qui envoie ses racines dans cette plate-bande, surtout du côté le plus proche. Et j'ai récemment enlevé du liseron à cet endroit et j'ai même retiré une racine de cerisier, donc je sais avec certitude que c'est bien ce qui se passe. Gardez cela en tête si des arbres ou haies sont proches de vos légumes. C'est aussi un atout des jardins familiaux. Les jardins familiaux sont très ouverts et venteux, donc en général ce problème n'existe pas. Ces plantes aiment ce temps. Choca le cavallo nero. Il y a du cavallo nero et du dazzling blue là-haut, c'est très similaire. Une belle récolte que nous pourrions commencer à récolter dès maintenant. Nous n'avons rien récolté, mais j'ai nettoyé les plantes. J'enlève les feuilles du bas si elles se détériorent pour garder les plantes propres et saines. Limiter au maximum les limaces. Il y en a un autre semé le 21 juin, c'est du brocoli âgé violet. Et tout au bout, il y a du calabrese marathon. Donc c'est pour la récolte en avril et en octobre respectivement. Ceci permet de récolter la rhubarbe toute l'année, qui adore le temps humide. Donc à cette période l'an dernier, c'était environ moins de la moitié de cette taille et elle avait l'air assez triste, mais vous savez, les racines sont toujours solides. Avec un peu de pluie, elles poussent. Je vais juste dire un mot rapide sur les pommes de terre, puisque nous passons par là. C'est un test. Nous faisons pousser des pommes de terre Paris Second Early dans ce camino que je fais livrer comme source de compost supplémentaire et aussi pour vérifier sa qualité. Mais quand vous voyez les feuilles de vos pommes de terre commencer à jaunir, à brunir, un peu comme ça pour moi, ces pommes de terre approchent vraiment du moment de la récolte et elles ne gagneront rien à rester beaucoup plus longtemps en terre à partir de là. Donc il y a aussi le risque de mildiou à cette période, je le crains. Alors surveillez bien vos pommes de terre pour ça. C'est le dernier du seigle. Celui-ci a été semé un peu plus tard que la parcelle principale qu'on a déjà récoltée, et on l'a juste récolté comme ça en pinçant les épis, et voilà la récolte. Il y a beaucoup de grains là-dedans.
Avec un peu de chance, on fera du pain et dans une minute, on verra pour la paille. Voici le sol où poussait le seigle. Où il y a une semaine, tout était plat. Le seigle ici, les pommes de terre là-haut, et on enlève un peu de terre. Dans ce cas, ce n'est pas toujours nécessaire, mais je voulais surélever un peu les planches, en partie parce qu'on a remarqué que sinon, si vous mettez un peu de copeaux de bois ici, vos copeaux de bois commencent à déborder sur la planche. Donc en fait, on a retiré le compost qui était sur les allées et on l'a mis sur la planche. Et puis un peu de nouveau compost sur le dessus de la planche. Et ce compost est encore doux et aéré. Donc vous savez, vous pouvez faire ça quand vous créez une nouvelle planche. Comme en culture sans bêchage, il suffit de tasser le compost, surtout si vous voulez y semer ou y planter, donc ça peut être la danse du sans bêchage. Peu importe comment vous aimez le faire, mais cela ne cause aucun dommage. La structure sur laquelle je me tiens, c'est du compost mou. Vous pouvez voir en fait quand vous posez votre pied, puis ça remonte un peu. Et c'est quelque chose de courant avec les planches sans labour. Vous savez, elles ont une structure fantastique parce qu'elles n'ont jamais été perturbées par le travail du sol et vous pouvez marcher dessus si vous le souhaitez. Dans ce cas, c'est même plutôt bien. Et puis, je ne suis toujours pas sûr de ce que nous allons planter ici, mais ce sera probablement des choses comme beaucoup de choses que vous pouvez semer maintenant, comme de la salade, de la roquette, des moutardes, du chou chinois, du pak choy. Et donc tout cela pourrait aller ici, probablement sous forme de plants repiqués. On pourrait aussi semer directement avec ce temps, quelques-uns, en particulier la roquette, en fait, je le ferai. Cela dit, il y a encore quelques altises, donc faire les semis sous abri vous avantage en fait, car cela vous fait gagner un peu de temps. Pendant que les altises diminuent au cours du mois d'août, sortez les plants repiqués vers la fin août. Regardez ceci. Un beau stade de croissance où cela devient intéressant car on peut voir les fruits. Les fruits sont partout et la croissance des plantes là-bas. Ils sont en terre depuis seulement 2 mois et demi, du 19 mai au 31 juillet. Voilà tout ce qui s'est passé durant cette période. C'est un chickickery qui est une variété précoce. Vous pouvez voir que certaines feuilles commencent à avoir du mildiou. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ce sont les feuilles les plus anciennes. Une plante ne supporte qu'un nombre limité de feuilles, et ici, il reste quelques feuilles neuves en bonne santé. Et cela vous indique que tout va bien. Les feuilles les plus anciennes meurent, la récolte approche. C'est un peu plus dramatique ici, cependant, parce qu'en fait, je pense que nous avons une maladie inattendue, peut-être quelque chose comme le mildiou. Je ne m'inquiète pas trop, car je vois de belles courges derrière ces feuilles. Peut-être qu'il y en a une comme celle-ci, je n'aurai pas le temps de la voir. Regardez plutôt ceci. Elle est en train de pourrir maintenant. En fait, c'est vraiment intéressant parce que c'est ce que font les plantes quand elles décident qu'elles ne peuvent plus produire de fruits. Il n'y a rien d'inquiétant, je ne m'inquiète pas pour ça. C'est la plante qui décide qu'elle va s'en tenir à ça, c'est son quota. Elle va mûrir et devenir plus sucrée. Ces fruits auront de belles graines et la plante n'y gaspillera pas d'énergie. Voilà. C'est presque comme si les plantes, les courges, je trouve, je ne les taille jamais et je ne fais rien avec elles. Je ne mets pas non plus de support sous les courges. Je ne mets rien dessous pour les garder secs, car ils durcissent vite et tiennent bien sur le sol, même sur du plastique. Donc c'est une plante très facile à cultiver. Elles font un peu leurs propres calculs pour savoir combien de fruits elles peuvent produire. Juste la vitesse de croissance, encore une fois, rapidement, comme cette betterave qui n'a été en terre que 6 ou 7 semaines. Et on avait déjà eu ici une récolte de navets au printemps à partir d'un semis de fin février. Donc on fait beaucoup de double culture sur une grande partie du terrain ici. Ces betteraves seront sans doute récoltées en novembre. C'est une excellente nourriture d'hiver et il est encore possible de les transplanter. Il commence à être un peu tard pour les semer. C'est pareil pour ces chicorées pour le radicchio. On peut encore les transplanter, mais un peu tard à semer si vous voulez le cœur de chicorée. Et regardez ces concombres, ils sont juste incroyables. C'est la diva. C'est une très belle variété à peau lisse. Les concombres qui poussent au sol et comme les courges, il n'y a pas besoin de tailler. Ils se débrouillent seuls, il suffit de venir tous les 2 jours. Récolter les fruits. Les concombres conduits en cordon sous abri, comme dans le tunnel plastique, sont un autre type. Vérifiez lequel vous cultivez. Je suis vraiment content des oignons. Voici ceux que nous avons récoltés sur cette planche et une autre, une énorme récolte cette année. Semés en touffe, nous obtenons des oignons de taille moyenne plutôt que des géants et
Ils étaient assez humides et verts quand nous les avons mis ici il y a 6 jours, mais maintenant ils sont à l'air libre, ce qui est vraiment bien. Et ce que vous pouvez faire maintenant, c'est là où nous avons plié le col. Vous pouvez simplement couper à cet endroit. Vous voyez, on a en fait un col bien sec, c'est vraiment bien. Je suis quasiment sûr que cet oignon va maintenant se conserver, vous savez, peut-être faire ça aussi. Mais quel bel oignon! Nous les laisserons encore à l'air libre quelques semaines avant peut-être de les mettre en caisse pour gagner de la place, mais c'est de la nourriture pour plusieurs mois. Il y a maintenant une variété plus grande ici, appelée Globo. J'ai cultivé ça pour m'amuser un peu, pour changer, et je ne sais pas encore combien de temps ça se conservera, et celui-ci a été arraché tout frais, sans avoir plié le col, vous pouvez voir. C'est pour ça qu'il y a un peu plus de verre dessus. Ce serait probablement mieux à l'extérieur, en fait, mais je suis vraiment content de la façon dont il sèche. Regardez ça. Et nous avons Lisa ici, qui était là pour une semaine. Elle fait du bon travail sur ces panais. Donc ce sont des panais que je les ai coupés il y a environ 10 jours, avant une journée de forte pluie. Je trouvais qu'ils avaient l'air bien mûrs et qu'ils seraient bien mieux à l'abri pour finir de mûrir. Donc toutes ces graines de panais viennent de une grande tige de panais, même pas un panais entier, et nous en avons cultivé 10 pour assurer une pollinisation croisée suffisante entre les plants. Ici, on fait beaucoup de stockage et de conservation de semences. Comme vous pouvez voir la paille de seigle, donc ça c'est ce qui reste de la paille de seigle, enfin ce qui reste, en fait c'est la plupart en réalité. On en a mis une partie sur le tas de compost et Adam en a déjà transformé une partie en champignonnière. Comment tu appelles ça? C'est de la paille qu'il a laissé tremper dans l'eau pendant 24 heures au maximum pour tuer de façon anaérobie les autres spores. Ensuite, il l'a ensemencé avec des grains de seigle qui sont imprégnés de des spores ou grains de pleurote gris. Puis il faudra percer de petits trous dans le plastique pour laisser sortir les champignons. Découvrez-en plus sur sa chaîne vidéo, Adam est expert dans le domaine. Allez y jeter un œil. Le lien sera dans la description de la vidéo. Et juste en passant, je pourrais aussi mentionner que ce sont des fèves que nous venons tout juste d'écosser. Donc ça, c'est la cosse et ça, c'est la graine. C'est une belle vue, j'adore voir ça. Plein de graines de fèves. On va en utiliser une partie comme engrais vert, en fait. Par exemple, si on le sème fin septembre, début octobre, on obtient une plante assez grande qui est ensuite tuée par le gel. Si tu veux récolter des graines comme ça pour manger, sème-les plutôt début novembre, comme ça la plante reste petite et résiste beaucoup mieux aux intempéries de l'hiver. J'adore cultiver des fleurs comme celle-ci le long du bord. Ici, tu vois les tournesols, avec les courges d'hiver, les tournesols rouges. Et il y a en fait une petite vidéo à ce sujet. Et regarde ça! Juste magnifique, la superbe Marina di Chiaia, que je cultive parce qu'ils ont une si belle histoire à propos de la saveur. Je les ai déjà cultivés auparavant, mais ça fait longtemps que je ne les ai pas cultivés, et je continue d'y penser parce que d'autres personnes me parlent de leur goût. Vous pouvez les couper en quartiers et manger la peau. Il est intéressant de les comparer à la Crown Prince et au curry ainsi qu'à leur taille. C'est ma plus grosse courge butternut en ce moment. C'est pourquoi il est plus difficile de cultiver la courge butternut dans un climat frais. Et en regardant ça maintenant, le 31 juillet, je me demande si elle aura le temps de produire un fruit de bonne taille et de mûrir, ce qui prend encore un mois. Peut-être juste, mais vous savez, gardez cela à l'esprit lorsque vous choisissez vos variétés. La courge butternut n'est pas la plus facile à cultiver, je dirais, au Royaume-Uni. Dans un climat plus chaud, c'est le cas parce que ce dont elle a besoin, c'est de chaleur supplémentaire. Beaucoup de salades ici, c'est parce que c'est ce que je vends le plus. Endives, chicorée, laitue dans ce cas, puis toutes les autres salades asiatiques à venir. Haricots de Vélocia séchés. Magnifiques choux d'hiver qui n'ont été en terre que depuis 6 semaines seulement. Plantés après l'ail, c'est Field of Crouch là-bas et Granate là-haut. On garde encore le filet, mais ils commencent à le soulever. Des nuisibles comme les papillons pourraient passer dessous. Cette protection sera probablement retirée d'ici une semaine. On fera aussi un peu de désherbage, ça simplifie.
Donc, je suis confiant que cela, vous savez, c'est la deuxième plantation faite en 2020, oui, après l'ail. Et vous savez, il y a tellement de légumes. Vous pouvez, si vous avez un beau plan robuste, le mettre après quelque chose qui est déjà terminé. Nous allons faire un tour ici pour jeter un œil au lombricomposteur qui a un peu grandi depuis la dernière fois que nous l'avons regardé. Je mets du plastique noir dessus pour protéger de la pluie. Il faut que ce soit humide, mais pas trop froid ou mouillé. Garder la chaleur par un temps comme celui-ci. Et qu'est-ce qu'on va voir? Oui, des orvets. Ils viennent souvent ici et aiment le plastique noir. Ils aiment la chaleur, et il y en a des petits et des grands. Ah, il y a vraiment une colonie d'orvettes ici, ça fait vraiment plaisir à voir. Et on voit parfois une couleuvre à collier. Elle mange les orvets qui mangent les vers. Il y a toujours quelque chose qui mange autre chose. On a aussi des fourmis là-bas, plein de cloportes, tu sais. Tout ça, c'est normal. Mais si on regarde sous le matériau, tu vois plein de vers ici. Donc ils vivent dans, ou mangent, je devrais dire, davantage. C'est un peu chaud, c'est bien. Et ce qu'on leur donne à manger est déjà à moitié décomposé, donc c'est du fumier de cheval à moitié pourri dans ce cas. Et du compost fait maison de 2 mois et demi, qui a déjà subi une décomposition bactérienne et qui est maintenant vraiment bon à manger pour un ver. Et je remets le couvercle. Je n'aime pas trop déranger les orvettes. Ce sont de magnifiques créatures et tout le monde aime les voir parce qu'elles sont vraiment superbes. Ils ressemblent à des serpents, mais ce sont en réalité des lézards sans pattes, par définition. Et mon but en faisant cela n'est pas le plaisir d'élever des vers ou parce que je veux le jus de verre ou quoi que ce soit, c'est d'obtenir du compost. Donc je constate que le compost de verre, lorsque nous retirons les vers du dessus en plein hiver, il commence une nouvelle colonie à cet endroit. Et ce qui reste en dessous d'eux, c'est tout leur turicule accumulé pendant toute l'année. Et on obtient 3 bonnes brouettes de beau compost qu'on mélange à du terreau à environ 10%. Ça l'active vraiment. Cela stimule bien plus rapidement la croissance des plantes. Ceci est un framboisier d'automne Johanji. De très beaux gros fruits qui poussent aussi sur une tige sans épines, sans aiguillons. Donc ceux-ci sont vraiment parfaits en fait. Ces produits ne sont pas au supermarché. J'en donne un à Nicolas qui filme. Ils sont tout simplement trop mûrs. À ce stade, ils n'auraient plus de durée de conservation. Mais bien sûr, oui. Maintenant, même par un temps pluvieux comme celui-ci, ils ne sont peut-être pas aussi sucrés qu'ils l'auraient été, mais ils restent bons. Le temps humide convient aux framboises qui poussent en lisière de forêt. Elles n'aiment pas la lumière directe du soleil, donc l'été s'annonce bien pour elles. Il y a toujours des gagnants et des perdants. Et du compost. On commence avec le compost et on termine avec le compost. Ce qu'il faut savoir sur le compost, d'ailleurs, c'est que, vous savez, souvent les gens l'associent, je pense, au jardinage sans bêchage, ou, vous savez, à mon travail en particulier. J'en parle beaucoup, mais regardez ça. Il vous faut du bon compost, que ce soit pour le jardinage sans bêchage ou autre. Encore une fois, il y a plus de vers. Celui-ci a 10 mois, c'est le compost le plus mûr de tous les lots ici. Il y a plein de lots différents. Nous le stockons actuellement car nous ne voulons pas et n'avons pas besoin de l'épandre pour l'instant. Nous n'épandons pas en été, donc pour les deuxièmes plantations montrées, aucun nouveau compost n'est ajouté. Je n'utilise ni engrais ni fertilisants, toute cette croissance est due aux microbes, qui sont favorisés par la méthode sans bêchage, en les laissant tranquilles, puis par la nourriture que nous mettons en surface. Ce compost n'est pas très mûr, comme vous le voyez. Il a moins de 3 mois depuis qu'il était composé de feuilles, d'herbes, de mauvaises herbes et de bois. Les morceaux de bois retiennent l'air dans le tas, le gardent vivant et riche en microbes. Et cela mûrit lentement, puis nous avons des tas un peu plus âgés. Et ça, c'est en fait le tas actuel. Donc ce que j'ai fait, c'est simplement m'assurer de le garder bien à niveau. Je le poussais un peu sur le côté ce matin et de cette façon, il est plus facile de répartir les couches. Donc on met du vert, du brun
Donc le brun dans ce cas est légèrement du copeau de bois partiellement composté. J'en ai ici, je peux vous montrer. Donc ça vient de copeaux de bois âgés de 10 mois que nous avons passé à travers un tamis de 12 mm, ce qui enlève les gros morceaux de bois. Mais il reste encore du bois, dont une partie de conifères, ce qui est acceptable, mais mettra du temps à se décomposer. Quand nous étalons le compost, il reste un peu de bois, ce qui favorise la présence des lépiotes que nous avons observées. Et cela nourrit la vie fongique dans le sol, donc tout cela s'entrelace très bien. Mais il ne faut pas trop de matière brune dans votre tas de compost. C'est toujours une question de trouver le bon équilibre. Si vous avez trop de verre, qui dans ce cas sont les tontes de gazon, vous voyez que cela devient un peu anaérobie vu comme elles se tassent ensemble. Je ne dis pas que les tontes de gazon sont mauvaises, mais simplement qu'en temps humide, elles doivent être manipulées avec précaution. Et regardez la température. Cela vous indique si nous avons assez de verre, c'est 70 degrés Celsius, ce qui est le maximum absolu. Pour obtenir un excellent compost, il devient plus noir et compte moins de micro-organismes quand il fait très chaud. Ces tas plus gros favorisent cela, donc nous procédons différemment et continuons d'apprendre. Et regardez ce qui se passe quand vous faites bien les choses en termes de la puissance du sol, des microbes, un magnifique tournesol. J'ai bien peur de ne pas me souvenir du nom de cette variété. Je conserve aussi des graines, donc parfois je ne sais plus très bien lesquelles sont lesquelles. Mais celle-ci, en fait, je l'ai achetée chez Chiltern Seeds. En fait, le dahlia, ce magnifique dahlia rouge qui a été semé en mars, donc ça ne fait que quelques mois, la croissance a permis d'obtenir ce résultat. C'est la même histoire pour cette mauve, la mauve pois Falcon, une variété particulièrement bonne, et pareil pour ce type d'aster appelé Lady Coral. Je l'aime vraiment beaucoup et ça vient de chez moi. Graines récoltées à la maison. Si vous laissez une de ces fleurs bien mûrir, si le temps est assez sec, laissez-la sécher sur la plante. Vous pouvez en récolter les graines et il en va de même pour la sauge, une belle sauge. Elle est vivace, donc pas issue de graines. Je l'ai achetée comme plante il y a 2 ans. Je dois mettre le nom de cette plante en description car je l'ai oublié. Celle-ci, je m'en souviens bien, car c'est de l'agastache anisée semée en mars dernier, qui a survécu au froid hiver. On est descendu jusqu'à -9, et on voit souvent des abeilles dessus. Même par un temps comme celui-ci, il y a beaucoup d'insectes, ce qui montre à quel point elle leur plaît. C'est très sucré, c'est agréable à manger. On peut les manger comme une friandise, presque. Et apparemment, elles étaient utilisées comme édulcorants. Regarde, qui surgit quand je parle de douceur? Le chat. J'espère que cette visite vous a plu. Nous vous en proposerons une autre à la fin du mois d'août. Et je pense qu'encore une fois, beaucoup de choses auront changé. Nous verrons plus de fruits, regarderons les prunes et d'autres choses. Voilà où nous en sommes.